Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus de Trait, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Aujourd'hui, à Focus de Trait, je reçois notre collègue ici à CTRB, mademoiselle Amélie Drainville. Amélie Drainville, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, et vous? Parfait, super. Écoute, Amélie, je sais que tu viens tout droit d'un voyage du Pérou. Tu viens de passer à peu près combien de temps au Pérou déjà? J'ai passé 3 mois au Pérou. 3 mois, mon Dieu, c'est un long voyage, ça. Écoute, dis-moi donc, comment ça s'est passé ce voyage-là au Pérou? Ça s'est très bien passé. Écoutez, on est allé là dans le cadre d'un voyage scolaire. Je vais au Cégep Marie-Victorin. Puis, dans mon programme de sciences humaines, c'est inclus dans le programme qu'on fait une session complète, donc 6 cours dans un pays étranger, soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. Puis, moi, c'est tombé que je suis allée au Pérou pendant 3 mois, donc de septembre à la fin novembre. On a fait plusieurs activités, on a visité un peu le pays, on avait du bénévolat à faire, on a fait nos cours aussi. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Dis-moi, dès que vous êtes arrivé au Pérou, dès que vous étiez arrivé au Pérou, comment ça s'est passé justement les premiers jours, quoi? Les premiers jours, on est resté dans la ville principale, qui est Lima. On est resté là pour visiter un peu, pour rencontrer les organisateurs qui s'occupaient de nous. Là-bas, c'est un organisme qui s'appelle Aini Desarrollo, qui est, dans le fond, un organisme qui promouvoit le développement des villes et la non-violence contre les femmes. Il y a tout plein de causes qui défendent. Donc, on est allé le rencontrer. Il nous a expliqué un peu comment allait se dérouler notre stage. Puis, après ce 3 jours-là, à Lima, on s'est dirigé vers Coyique, qui était la ville qui allait nous accueillir pendant les 3 mois. On est arrivé là-bas, on a eu une petite fête d'accueil avec nos familles d'accueil. Puis, dans le fond, on a fait les associations avec nos familles. Puis, on s'est dirigé dans nos familles pour la première fois. On a découvert nos chambres, comment ça allait fonctionner un peu le voyage en tant que tel. Le voyage, on pourrait plutôt dire l'immersion culturelle qu'on a fait parce que c'est pas tant un voyage mais plus une immersion. Donc, c'est comme ça s'est déroulé les premiers jours. Dis-moi donc, votre ville d'accueil, à un moment de cet échange-là, vous avez débarqué à la capitale qui est Lima. Oui. C'est combien d'heures de Lima? Ah, c'est pas très loin. En fait, c'est comme environ 1h30, 2 heures en transport en commun ou en auto. Mais ce qui est étrange avec ça, c'est que c'est juste à 15 km de Coyique. Donc, il y a énormément de trafic puis de circulation. Amélie, tu sais, j'ai déjà enseigné à une Péruvienne. Ah oui? Oui. Je sais que les Péruviens, ce sont des gens tout à fait chaleureux. Dis-moi, au niveau de l'accueil, comment ça a été? Ah, ça a vraiment bien été. C'est vrai que les Péruviens sont très chaleureux. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. OK. Bon, alors on va parler un petit peu d'autre chose. Durant ce voyage-là, OK? Parce que je sais, en général, dans les voyages d'échange, on peut dire d'échange culturel ou immersion scolaire, ou comment on peut appeler ça. Est-ce que vous, ces étudiants-là, est-ce que vous avez eu la chance de visiter les hôpitaux, disons, de faire un petit peu de bénévolat durant cet échange-là? Oui, nous, ça n'a pas été vraiment les hôpitaux, mais le principe du programme est qu'on réalise nos cours dans un pays étranger tout en donnant ce qu'on peut donner à la communauté en tant que bénévolat. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a aidé des éducatrices de garderie à s'occuper des enfants. Puis, on travaillait aussi dans un autre organisme qui s'appelle les Comedors en espagnol. C'est quoi exactement, les Comedors? Les Comedors, c'est un lieu où il y a des femmes qui cuisinent pour les gens qui ont moins de moyens financiers. Donc, c'est des repas qui sont facilement... Une forme de cuisine communautaire, oui, quoi, comme ici au Québec. Oui, une soupe populaire ou quelque chose comme ça. Donc, c'est là-dedans qu'on a travaillé. Aussi, à la garderie, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on aidait les enfants, mais vers la fin, on a décidé de repeinturer la garderie parce qu'on trouvait que c'était un peu pas très enjoué pour les enfants. Fait qu'on a décidé de mettre un peu de couleur sur les murs. C'était pas facile, c'était des murs de briques quand même. Fait que on a dû peinturer beaucoup, mais ça a donné un beau résultat. Comment ça va? Ça va bien. Un conejo
perezoso no ha querido estudiar. Dice que el maestoso no sabe explicar. Ahí está. ¡Bravo! Bravo! Dice mi corazón, a mi corazón no me prendo tiro, con mi niño me pesola, con mi cena a mi corazón para cuchi. Bravo! En toda la caja de los tres ositos, comió una hoja del bebé osito, silla del bebé osito y durmió en la cama de los tres ositos. ¡Bravo! Tic-tac, dice mi corazón, ¿cómo voy con emoción? Dame un casco. Un río. Dame linda profesora que me enseña cómo emociona mi colegio Guaguacuti. ¡Bravo! Parlez-moi un petit peu de l'architecture du Pérou, surtout la ville où tu étais là présentement. Ben, c'est assez spécial l'architecture parce que on voit que Il y a beaucoup de Oui. couleurs aussi, oui, il y a beaucoup de couleurs. comme au puis- Mexique. Oui, en effet. Puis en fait, c'est un pays nouvellement urbanisé là, au centre ben, il y a la capitale Lima. Puis tout autour, il y a plein d'agglomérations qui ont fait grossir la ville avec le temps. Puis Coyhaique, c'est la partie la plus peuplée de ces agglomérations-là. Puis on voit clairement que ça s'est bâti très vite, puis que les gens ont fait avec les moyens du bord. Les maisons sont habituellement en briques ou en ciment, puis avec des toits de tôle. Puis ce qui est impressionnant à Coyhaique, c'est que tu as les maisons qui sont plus à ras de terre, qui sont bien faites, bien structurées, plein de couleurs. Mais plus on monte dans les collines, parce que Coyhaique est vraiment fait de collines de sable, plus on monte, plus c'est des cabanes en bois, puis les gens ont vraiment pas de moyens, ils n'ont pas de ressources en haut, pas d'aqueduc. Est-ce qu'on peut appeler ça, ce sont des bidonvilles, quoi? Mais oui et non, parce que les gens ont quand même, une grande partie de la population a quand même accès à des services, puis c'est quand même organisé, il y a des rues, il y a, c'est pas nécessairement tout asphalté, mais il y a des... Tout est organisé. Fait que je dirais pas que c'est un bidonville, mais je dirais que c'est pas un endroit très riche non plus. Plus Ok. on monte dans les collines. Dis-moi, Amélie, est-ce que c'était ton premier voyage? Non, je suis déjà allée en Floride, je suis déjà allée en France. J'ai déjà visité le Québec beaucoup, mais autre que ces pays-là, en Amérique du Sud, c'était mon premier voyage. OK. Parmi les différents voyages que tu as fait, parce que je sais que habituellement, quand on voyage, il y a toujours un certain choc, que ce soit le choc culturel, le choc monétaire qu'on ne connaît pas, et surtout le choc climatique. Alors, la question que je vais te poser, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé durant ce voyage-là? Qu'est-ce qui m'a le plus interpellée? Bien, c'est sûr que c'était vraiment différent de ce qu'on vit ici. Une des choses qui m'a beaucoup frappée, c'est la façon dont on considère le ménage, entre autres. Parce que chez nous, mes parents, c'est très... Ben, ma mère, ma grand-mère, ils m'ont toujours élevée dans un endroit où on tenait ça propre. On tient ça très propre. Là, je suis arrivée dans une ville où tout est fait de sable, où les fenêtres sont tout le temps ouvertes. Alors, le sable rentre, Ça, c'est un petit peu le choc géographique ou le choc climatique. C'est le choc climatique. Oui, ça pourrait être ça. Donc, vivre avec tout le temps pratiquement du sable en dessous de mes pieds ou se promener dans la poussière, ça m'a donné un petit peu de la toux là, et du rhume tout au long de mon voyage. Donc, ça a été un choc. Mais il y en a plusieurs autres, de voir aussi tous les... Culturellement parlant. Les chiens errants. Il y a beaucoup de chiens errants à Coyhaique. Pas toujours bien en point. Là. Parfois, ils étaient mal amochés, comme on dit en bon français. Ça, c'est aussi un facteur des pays du Sud ou des pays chauds en général, où tu peux te retrouver avec des animaux errants aussi, parce qu'il n'y a pas comme le foie, comme ici, le grand foie, comme ici au Québec. Donc, les animaux sont comme ça, sont plus libres, sont laissés à eux-mêmes aussi. Oui, ce que nous avait expliqué notre mère d'accueil, c'est que souvent, il y avait des gens qui se prenaient des animaux de compagnie,
mais qu'à un moment donné, ils se rendraient compte qu'ils n'avaient plus les moyens de s'en occuper, fait qu'ils les laissaient seulement aller se nourrir à la rue, puis ils finissaient dans la rue. OK. Mais il y a d'autres choses aussi que je peux vous parler, comme qui m'a frappé. Les déchets dans la rue, ça, c'est quelque chose qui m'a heurté. Là, parce Au que niveau écologique. oui, quoi. parce que c'est la santé, la sécurité, puis l'environnement, tout ça, c'est des facteurs qui sont importants, mais qui sont mis en péril avec cet aspect-là des déchets qu'on retrouve partout, qu'on balance dans Des les déchets parcs. en plein air, à ciel ouvert. Quoi. On a fait 2 fois le ménage d'un parc, le même parc. Fait qu'on voit déjà que la première fois, il n'a pas été gardé propre. Mais ce qu'on nous a expliqué, c'est que on leur a demandé pourquoi vous mettez pas de poubelles dans les parcs. Puis ils nous ont dit, ben si on met des poubelles, les gens vont partir avec pour les revendre. Poubelles, oh mon Dieu. Alors, c'est quelque chose qui m'a frappé. Une autre chose qui m'a frappé beaucoup, c'est le transport en commun. Parce que c'est spécial comment c'est organisé. Là. C'est pas comme la STM que tu rentres avec ta petite carte à puce. Pas du tout. Non, habituellement, tu as un chauffeur. Ben, c'est pas mal évident. Mais tu as aussi une autre personne qui est placée à l'arrière, qui ouvre la porte aux gens, puis qui crie la destination où on s'en va. Souvent, on se déplaçait, puis on voulait retourner à notre ville, puis il fallait trouver le bus qui criait « Koyike, Koyike ». Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, puis la personne qui crie la ville où on s'en va, elle ramasse l'argent selon la destination. OK. Au niveau climatique, comment ça a été? Bien, en parlant de l'Amérique du Sud, on a toujours l'impression que ça va être très chaud. Mais moi, je suis du genre frileuse. Fait qu'on est arrivé fin hiver, début printemps. Fait qu'il n'y a jamais eu vraiment de période de grande chaleur, à part à peu près 2 heures dans l'après-midi. On avait de 1 heure à 3 heures, 3 heures et demie, que des fois, on avait des grandes chaleurs. Ça nous est arrivé une seule fois dans le voyage qu'on a eu du soleil toute une journée. Sinon, c'est toujours très nuageux, très brumeux. Puis, température à peu près de 15 à 18. Donc, c'est pas des grandes chaleurs. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de précipitation. Puis je me suis informée, puis il y a à peu près 2 cm d'accumulation par année de précipitation. Donc, c'est pas un endroit qui est très humide. Dis-moi, est-ce que le Pérou, c'est un pays, ou plus précisément la ville où tu as descendu, est-ce que c'est une population dense, quoi? Oh oui, il y a beaucoup de monde. Très dense. Ben, en fait, le tiers de la population du Pérou vit à Lima ou dans ses alentours. OK. Bon, il y a une question que je vais te poser parce qu'on sait, disons, le symbole phare du Pérou, c'est le Machu Picchu. Est-ce que durant ce voyage de 3 mois, tu as eu la chance d'aller visiter le Machu Picchu? Oui, heureusement, on a eu la chance d'aller au Machu Picchu. C'était on pourrait dire, notre break de mi-session pour essayer de faire un bilan de ce qu'on avait fait pour le premier mois et demi. Puis une façon de relaxer un peu, puis de prendre du temps pour nous, puis de visiter, parce que tu sais, quand même, un voyage comme ça, tu t'espères de visiter un peu le pays où tu vas. Tu sais, c'est sûr que la base de notre voyage, c'est le bénévolat, puis nos cours, mais c'est vraiment important dans un voyage comme ça pour moi de visiter des aspects culturels importants. Puis le Machu Picchu, ben, on a eu la chance d'y aller. Le transport est long pour s'y rendre. C'est combien de temps de la ville où tu as été? En avion, c'est pas long. C'est 1 heure d'avion. Mais ce qui est long, c'est le transport en bus qui nous a pris, je pense, 8-9 heures dans les courbes, dans les montagnes. Il y a beaucoup de monde dans l'autobus qui ont été malades, donc ça n'a pas été très agréable pour le transport. Mais pour le site, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Machu Picchu, c'est un site Inca qui date des années 1400, qui est tout construit en pierre. Et le Machu Picchu, c'est un grand mystère. D'ailleurs, c'est une des merveilles du monde, une des 7 merveilles du monde. Ça reste un grand mystère parce que les Incas étaient très intelligents. Puis comment ils ont organisé le site, comment ils ont construit leur plateforme de pierre, de terre, comment ils ont construit leur réseau d'aqueducs, toutes leurs croyances aussi, leur relation avec la montagne, leur relation avec les dieux. Il y
il y avait quelque chose de spécial dans ce lieu-là. OK. Je sais que ce voyage-là que tu as fait justement au Pérou, c'était un voyage, tout d'abord, c'était pas justement des vacances. Non. C'était aussi un voyage scolaire, Oui. un voyage culturel. Bon, dis-moi, comment ça s'est passé pour vos cours là-bas? Comment vous vous êtes organisé tout ce groupe-là? Ben, en fait, avant de partir, on avait rencontré tous nos enseignants. Préalablement, on avait préparé notre cours de philosophie. Le cours de philosophie, on le faisait entièrement ici avant de partir et au retour. Mais le reste des cours, ben, on les faisait à l'étranger. Ce qu'on avait, dans le fond, on avait un cartable, un portfolio dans lequel tous nos cours étaient inscrits. On avait des questions, on avait des textes à écrire par rapport à tout ce qu'on vivait là-bas. Tout était fait en sorte que ça fonctionne avec ce qu'on vivait. Donc, on avait un cours d'éducation physique. Donc, un des objectifs, c'était de prendre soin de notre corps, de se préparer un entraînement. Puis Faire l'ascension du Machu Picchu? Entre autres. Donc, OK. c'était de préparer son entraînement soi-même selon ses besoins pour se tenir en forme pendant qu'on était parti. Puis aussi d'organiser un événement sportif pour la communauté. Donc, on a fait le tournoi de soccer et de volleyball. C'est ça qu'ils préfèrent au Est-ce que Pérou. vous avez gagné? Moi, j'ai pas joué. Nous, on l'organisait seulement. Mais j'aurais aimé ça participer, s'arrêter. OK. Donc, on a fait ça. On avait aussi un cours d'espagnol, évidemment, parce qu'on était là-bas, fait on apprenait l'espagnol. Tu hablas espagnol, non? Hablo espagnol un poco. Un poquito? Un Si. poco. Mais on avait aussi un cours de géographie, donc c'était vraiment de faire la géographie de notre milieu d'accueil. On avait un cours de sociologie, donc sociologie par rapport à ce qu'on vivait là-bas, et un cours de psychologie, aussi par rapport au choc culturel, tout ça. Écoute, donc il y a eu un professeur ou un groupe de professeurs qui vous a accompagné justement durant ce voyage-là? En fait, non, on était accompagnés de 2 personnes retraitées qui sont des grands voyageurs, donc qui voulaient nous accompagner dans ce voyage-là. OK. Puis, ben, en fait, les professeurs n'étaient pas là, mais on pouvait facilement communiquer avec eux parce que l'Internet était accessible, donc il n'y avait pas de problème. Si je comprends bien, durant ce voyage-là, qui est aussi un voyage d'études, ça veut dire que vous avez, durant les 3 mois, c'est toute une session que vous avez faite? Oui, c'est exactement ça. Le principe, c'est de faire une session complète à l'étranger puis avoir nos cours crédités qui font partie du programme. Donc, c'est un programme de 2 ans, 4 sessions, dont une session à l'étranger. OK. C'est dans le cadre de quel cours, ça, que vous avez? Sciences humaines, profil monde. Ça, OK. Parfait, parfait. À Marie-Victorin. OK. Dis-moi, Amélie, à part le bénévolat que tu as fait là-bas, à part vos cours, parce que quand même, vous devriez quand même étudier toute cette gang-là qui est là-bas, là. Oui. Vous avez étudié parce que c'était une session quand même. Qu'est-ce que vous avez fait durant ce temps-là, vos temps libres? Parce que quand même, vous avez eu des temps libres pour vous, là. Oui, en effet. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans ces temps libres-là? Ben, en fait, on avait nos avant-midi de bénévolat du lundi au jeudi. Puis, nos après-midi, on était libres, ainsi que les fins de semaine. Donc, on avait quand même pas mal de temps libre. Donc, 2 après-midi par semaine, on avait des activités avec un groupe de jeunes de là-bas qui s'appelle Juventud Coyec. Et ces jeunes-là nous faisaient faire des sorties culturelles, nous faisaient faire des activités... la plage oui. aussi, entre autres? Non, on n'est pas allé à la plage avec le groupe, mais on est allé une autre fois avant de partir du Pérou. Mais donc, le groupe nous faisait faire des activités comme on a fait du jardinage sur le toit de la maison communautaire où on était accueillis. On a fait toutes sortes d'activités, de la musique, de la danse. On s'est cuisiné des trucs pour faire un échange culturel. Puis, on a fait du sport aussi. On a découvert les sports qu'ils faisaient. Donc, ça faisait partie des choses qu'on a découvert. Puis le vendredi, on avait une activité qui s'appelle Journée d'activité éducative qui est imposée par le Cégep. C'est nous qui trouvons nos sujets de journée d'activité. Il y a 2 personnes qui s'occupent de chacun des vendredis. Puis on se trouvait nos sujets, on faisait une animation, on faisait venir quelqu'un pour qu'il nous fasse une espèce de conférence. On faisait des activités par rapport à ce thème-là. Donc, c'est comme ça qu'on occupait nos journées. Dis-moi, c'était quoi vos interactions avec les Péruviens là-bas? Nos interactions, qu'est-ce que vous voulez dire? En tant que Québécois, en tant qu'un groupe québécois qui se retrouve au milieu des Péruviens là-bas? Mais même si on était 13 jeunes Québécois qui arrivaient là-bas, je pense ils ont pas eu... on a eu une très belle interaction puisque
l'endroit où on était accueillis, c'est un endroit où ils reçoivent beaucoup, beaucoup de stages de l'Université de Sherbrooke. Donc, ils sont habitués d'avoir des Québécois. Ils connaissent nos sacres, ils connaissent la poutine, ils connaissent beaucoup de choses des Québécois. Ils parlent français un petit peu aussi. Il y en a quelques-uns qui parlaient français, deux qui parlaient très, très bien le français. C'était vos interprètes, quoi? Non, on s'est bien débrouillé en espagnol tout le long. On a vraiment misé sur apprendre notre espagnol. Mais ça a été vraiment facile de connecter avec ces gens-là parce qu'ils connaissaient bien notre culture. Puis on était intéressés à connaître la leur. Donc, vous étiez dans la ville et dans le village même de là où vous êtes descendu, là? Oui. Ah oui? Oui. OK. Mais notre point de rassemblement, en fait, c'était la maison communautaire qui était comme le siège social de notre organisme d'accueil. Au point de vue sécuritaire, comment ça a été? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont encadré? Ouais. Parce qu'on le sait quand même, il ne faut pas se leurrer non plus. Quand on va dans d'autres pays, vous êtes quand même à part entier des touristes, quoi. Oui, on est Comment des ça a gringas. été? Des gringas? Ouais. Gringas. Des gringos et des gringas. Gringos et des gringas. OK. On était facilement visibles. Donc, je reviens à votre question d'avant. Une autre chose qui m'a choquée, c'est de me faire siffler dans la rue. Ah là. oui? Ouais. Hola, mamita. Hola, linda. Que tal? c'est souvent arrivé. Mais ça, ce sont des jeunes hommes qui voudraient vous séduire, quoi. Oui, nous OK. séduire ou vouloir notre argent, on ne sait pas trop. OK. En tout cas, la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on était quand même avec un organisme scolaire. Fait il fallait toujours dire à nos parents d'accueil où on était. OK. Puis pas revenir trop tard non plus parce qu'il y a beaucoup de gangs de rue. Ah, ben, bien c'est sûr, bien dangereux. C'est arrivé à quelques reprises qu'on entende des coups de feu ou qu'il y a eu des meurtres. Donc, faut vraiment rester prudent quand on va quelque part où on ne connaît pas trop. Il faut se laisser guider un peu, quoi, Oui. quand on arrive à l'extérieur dans d'autres pays, parce qu'il y a des réalités parfois qui nous échappent en tant que touristes, quoi. Exactement. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais c'est très important, ce facteur sécuritaire-là. C'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Amélie, OK, aujourd'hui, on parle de ton voyage, de ce voyage, bien de cette immersion-là, on peut dire immersion scolaire au Pérou, quoi. Dis-moi, après ce voyage-là, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as gardé du Pérou? Mais ça peut paraître banal, mais un des meilleurs souvenirs que je vais avoir, c'est quand on est allé, on avait une activité avec le groupe Juventud Coyec. C'était une activité, un atelier de musique. Donc, ils nous apprenaient certains instruments, dont la flûte de Pan, qu'on a essayé d'apprendre. Ils nous ont appris une chanson qui s'appelle Los Ojos Azules, les yeux bleus. Donc, on a appris une chanson typique du Pérou. Ya, a ver, a la cuenta de tres, ya. 1, 2, 3, va.
après cette activité-là, où tout le monde, on a fait comme une mini-orchestre, on a joué une chanson de mon groupe préféré qui s'appelle les Cowboys fringants. Donc, on a joué Les Étoiles filantes. Je jouais la guitare, puis il y avait le péruvien avec moi qui jouait la mélodie avec la flûte de pan. Donc, c'est sûr que ce souvenir-là, je vais le garder très longtemps. Est-ce qu'après un voyage de 3 mois comme ça, on peut dire, là, tu viens de me parler de tes souvenirs, de tes meilleurs souvenirs du Pérou. Est-ce que tu peux dire, demain matin, tu reprendrais l'avion pour retourner au Pérou? Si l'occasion se présenterait. Si l'occasion se présenterait, je dirais pourquoi pas. Mais c'est sûr que présentement, ma priorité, ça serait peut-être d'aller visiter d'autres pays parce que je garde de très bons souvenirs du Pérou, mais le monde est tellement grand qu'il y a tellement d'endroits qu'on voudrait visiter que, d'après moi, j'irais peut-être pour un autre endroit, mais j'exclus pas l'idée d'aller revisiter les gens qui m'ont accueilli pendant 3 mois puis avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, Amélie, le mot de la fin avec toi pour un focus de trait, pour les téléspectateurs de CTRB qui nous écoutent. Là, tu viens de nous parler de ton fameux voyage. C'était quand même, à t'entendre, c'était un très beau voyage. Oui. Un voyage de 3 mois, c'est quand même beaucoup et c'est mémorable. C'est mémorable. Tu as eu le temps vraiment de voir le pays, de voir un petit peu comment ça se passe. C'est ce qui est le fun avec ce voyage-là, c'est de vivre la culture, pas nécessairement juste aller dans un tout inclus, d'aller prendre du repos. C'est vraiment s'immerger dans la culture de l'autre. Mais tu sais, ce sont les meilleurs voyages, ça. Hein? Ben, c'est ce que je considère aussi. Puis ce que j'aimerais dire, mon mot de la fin, comme vous dites, ce serait peut-être aux jeunes de secondaire 5 qui font leur choix d'orientation. Je vous conseille vraiment ce programme-là si vous êtes attiré par les sciences humaines parce que moi, ça m'a permis de découvrir une partie du monde tout en faisant mes études. Donc, vraiment, c'est super bien organisé puis je le recommande à tous les étudiants. Eh bien, mesdames et messieurs, pour la fin de Focus de trait, Amélie, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, il y a un adage qui dit, pour bien comprendre le monde, il faut s'ouvrir aux autres cultures. Alors, c'est le dernier mot de la fin. Alors, je te remercie pour toute cette manne d'informations que tu viens de nous rapporter directement du Pérou. Bien, ça me fait plaisir. Je te remercie et merci encore une fois. Pas de problème.